Bonjour à tous, content de vous retrouver, nous sommes le mardi 30 août 2022, nous entamons bientôt donc le mois de septembre, courant de l'été j'ai produit moins d'émissions, on va pouvoir à nouveau rentrer dans la routine habituelle. Le Bitcoin vaut aujourd'hui 20 400 $, donc on nous a fait une petite frayeur, on va dire entre guillemets, en dessous des 20 000, je pense que c'était une opportunité d'achat intéressante, bien sûr qu'on pourrait aller plus bas, bien sûr qu'on pourrait à nouveau faire des bottoms, donc inférieurs à 17 900 qui est le bottom actuel sur le Bitcoin. Malgré tout, nous sommes revenus sur des niveaux intéressants. On verra pourquoi sur les graphiques après. Voilà, l'extrême peur est d'actualité. Nous sommes sur un crypto fear and greed qui a touché les 24 hier et nous revenons aujourd'hui sur les 27. C'est pas des chiffres extrêmement faibles, mais tout de même, on reste en dessous des 50 et donc sur une tendance de peur affirmée. Concernant le reste de la map, on a un Ether qui est quasiment sur les 1600, donc effectivement, 10% sur 24 heures, après avoir chuté un peu plus que le Bitcoin ces derniers temps, il s'affirme de nouveau et l'Ether est dans une position plutôt intéressante, on le voit en ce moment. Le Binance Coin également, il a fait un ATH par rapport au Bitcoin, donc on a quand même, au niveau des trois coins les plus capitalisés, l'Ether et le Binance Coin qui se comportent plutôt bien. Et on voit d'ailleurs que le Binance Coin, que l'Ether n'est pas si loin que ça du Bitcoin en capitalisation. Et voir un flippening, comme on dit, c'est-à-dire un Ether qui passe au-dessus du Bitcoin, reste tout à fait envisageable. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va mourir, ça ne veut pas dire que si le Bitcoin passe deuxième, troisième, quatrième, le Bitcoin va disparaître. Non, je pense qu'il jouera de toute façon toujours son rôle de réserve de valeur, mais j'estime qu'il est quand même fort probable qu'il se fasse dépasser en capitalisation. Le Binance Coin a fait une poussée fulgurante ces derniers mois, alors on peut peut-être compter ça en quasiment un an et demi, et donc on peut estimer également que lui devienne assez fort au niveau de la capitalisation, surtout quand on regarde son graphique par rapport au Bitcoin qui est juste exceptionnel. Alors voilà, nous avons eu cette poussée fulgurante qui a débuté le 11 janvier 2021, donc c'est ça, c'était il y a un an et demi. Derrière, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une formation de W ou de triangle rectangle, voilà, cassé par le, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, ou une tasséance, ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un W, une tasséance, un joli cas de figure qui nous montre que voilà, on est prêt probablement à aller chercher des sommets encore plus importants sur le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Et plus on a ce graphique qui monte, donc la valeur du Binance Coin par rapport au Bitcoin qui monte, et plus il se rapprochera, en tout cas, de la capitalisation du Bitcoin. Plus l'écart entre les deux sera faible. Et ça me donne envie de faire un petit travail sur ce graphique. Alors là, on est encore dans l'introduction. Je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à avancer si vous voulez passer directement à l'émission du jour. On va parler du Luna classique qui aujourd'hui a peut-être une envolée en perspective. Alors ça reste de la spéculation, attention, ça reste un investissement très risqué. On va en parler aujourd'hui. On parlera de Satoshi Island qui voit son nombre de volumes, enfin en tout cas le volume d'Ether échangé sur la vente de NFT de Satoshi Island a augmenté ces derniers temps, notamment hier avec 90 Ethers de volume. Ça reste encore faible, mais on pourrait avoir un engouement sur ce projet, on le sait, c'est quand même un énorme projet qui se lance dans un bear market, donc forcément c'est pas le meilleur moment, mais vu l'ampleur de ce projet, je serais pas étonné de voir quelque chose d'assez intéressant se produire à l'avenir. On en parlera bien sûr. Ensuite, on va enchaîner avec l'analyse du SP500, du Bitcoin, et puis on ira voir notre portefeuille fictif, qui est donc l'ancien portefeuille fictif qu'on avait commencé sur la chaîne au tout début de la création de cette chaîne, et qui est toujours en positif malgré le bear market. Oui, je voulais faire des reventes par palier de ces tokens. J'ai raté ces reventes, je l'admets, et aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir optimiser ce portefeuille. Donc ça, c'est tous les sujets qu'on va voir aujourd'hui. Et avant de vous passer l'introduction, je vais faire le petit travail amusant que je voulais faire sur le Binance Coin. Donc, on va regarder quelque chose. Tout d'abord, l'objectif de hausse sur ce graphique du Binance Coin par rapport au Bitcoin. Alors, je commence par dessiner des droites. La première représente du coup cette hausse qu'on a vue entre le mois de janvier 2021 et ici le 17 mai 2021, donc la hausse du Binance Coin par rapport au Bitcoin. Ensuite, on a eu cette baisse que l'on peut diviser en 3 vagues, mais ici on va pas faire d'idiotisme. Et derrière, vous avez du coup cette hausse. On ne sait pas jusqu'où elle va aller, c'est ce qu'on va essayer justement de déterminer. Bien sûr, il n'y a pas de réponse exacte, on va simplement faire ici un schéma avec plusieurs objectifs possibles pour cette poussée du Binance Coin par rapport au Bitcoin. Donc on peut prendre cette première ligne, on la duplique, et on va voir ce que ça ferait si jamais tout simplement la deuxième hausse, c'est ce qu'on peut appeler AB égale CD. Donc on a une première droite, voilà, vous imaginez ici finalement que nous sommes sur le point A, là le point B, etc., le point C. Donc on a AB égale CD. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre cette première ligne, donc que je viens de dupliquer, et je la positionne sur le point bas de cette
de ce point-là. Et on a tout simplement un objectif ici qui nous amènerait à 0,02, approximativement 0,019 pour être plus précis, Bitcoin pour un Binance Coin. Voilà. Donc on peut positionner ce AB égale CD de cette façon en fait. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que si jamais vous avez fait ce travail pendant que là ce graphique se dessinait, vous avez positionné votre point bas ici, vous mettez votre deuxième barre là, vous voyez que ça peut être également viable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail qui va nous permettre de définir laquelle finalement de ces deux solutions est la plus viable. Voilà. Et pour faire ce travail, je vais utiliser ce que l'on appelle le Fibonacci de prolongation. Donc je vais me positionner sur le point bas ici, j'appuie sur CTRL. Là je suis sur un logiciel, entre guillemets, un site internet qui s'appelle TradingView, qui est plutôt une web app, comme vous pouvez le constater ici. Je me positionne sur le point bas, j'appuie sur CTRL, ce qui me permet d'avoir l'aimant et d'aller pile poil sur les mèches. Je me positionne ici en haut et je me positionne ici en bas. On observe que au niveau des objectifs, on a les 61,8 dans un premier temps. C'est toujours l'objectif principal qu'effectivement on atteint, on va dire de façon très probable, donc qui représente les 0,015, et derrière vous avez les 100, donc les 100 c'est logique, on a les 0,0195, c'est le même objectif que ce que l'on a trouvé en faisant AB égale CD, parce qu'en fait on prend cette hauteur là, on le remet là, on prend 100%, voilà, ça c'est logique, donc c'est pour ça qu'au final mettre les droites c'est pas nécessaire, je l'avais fait simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on ne sait pas utiliser les fibos et qu'on veut simplement faire quelque chose de simple. Donc là, on a les 61,8 ici, on a les 100 ici qui sont également un objectif intéressant. Derrière, on a les 123,6 et les 161,8. Voilà nos 4 objectifs pour cette poussée du Binance Coin par rapport au Bitcoin. On a déjà touché les 0,5, donc c'est un objectif qui est atteint. Et on observe ici qu'on voit que le cours a hésité sur ce niveau-là. Donc c'est plutôt intéressant. On peut se dire qu'effectivement, ce Fibo-là, pourrait être pertinent. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on a eu cette mèche également sur les 38,2 et également cet arrêt sur 3 semaines, parce que là je suis en hebdomadaire, chaque bougie représente une semaine, sur les 0,5 de Fibo. Donc voilà, pourquoi pas, on se dit que ça peut être pertinent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup positionner notre Fibo sur l'autre point que nous avions imaginé tout à l'heure. Alors si on prend le bottom, on se met vraiment ici sur cette mèche et on a les 0,6 ici. Donc celui-là également est pertinent. Vous voyez ? Donc on a notre premier niveau ici, lorsqu'on reprend le graphique de cette façon, sur les 61,8. On voit que c'était un point où le Binance Coin a résisté. On va se mettre d'une autre couleur, parce que là on représente, du coup, comme je le disais, comme si on partait donc du point le plus bas ici, le bottom. On a ici les 100%, vous voyez ? Donc les objectifs sont un peu plus bas. Donc c'est intéressant de constater cela en fait, vous voyez ça, ce qui peut vous donner ici 8 objectifs. Et là je ne peux pas vous dire finalement lequel est le plus pertinent, puisqu'on a vu que les deux Fibo étaient pertinents. Donc c'est pas plus mal, on se dit simplement qu'on a plusieurs lignes d'objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici ? Vous pouvez acheter du Bitcoin petit à petit, à chaque fois qu'on a un Binance Coin qui monte. Admettons que vous ayez dans votre portefeuille un bag de Binance Coin et que vous souhaitez vous sécuriser parce que vous estimez que le bear market peut durer encore un moment. Et bien si jamais vous voyez donc un Binance Coin qui vient chercher ses objectifs, et vous pouvez prendre des profits, ou du moins se séparer de vos Binance Coin pour acheter du Bitcoin, pour vous sécuriser, parce que le Bitcoin est beaucoup moins volatile que le Binance Coin pendant cette phase de bear market. Si on a un bear market qui s'étend encore pendant 6 mois, 1 an, ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Voilà. C'est personnellement ce que moi je fais au quotidien avec mon portefeuille personnel. Ici, là, dans cette zone-là, j'ai décidé de me séparer de 20% de mes BNB et je vais probablement augmenter ça ici. Peut-être que je me séparerai si on atteint cette zone à nouveau de 30% supplémentaires de mes BNB. Et si on atteint ce niveau-là, peut-être à nouveau 30%. Vous voyez ? Après, c'est à vous de déterminer les chiffres. Ça peut être beaucoup plus ici parce que vous pouvez estimer que quand même là, c'est un niveau fort de résistance. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se mettre avec ces 8 objectifs, 3 rectangles. Voilà, les 3 rectangles, je viens de vous les positionner en vert ici. 3 rectangles de prise de profit. À savoir que celui-là est quand même énorme et qu'entre le bas de celui-ci et le haut, il y a quand même donc 20% de différence. Donc selon moi, l'objectif le plus probable, c'est celui-là, tout simplement. Alors après, vous voyez qu'il est large, mais on peut estimer que par rapport au prix actuel, si on vient au milieu de cette zone, on peut estimer 40% de hausse du Binance Coin par rapport au Bitcoin. Ce qui pourrait, bien sûr, si on a 40% de hausse du Binance Coin par rapport au Bitcoin, et si on estime que le Bitcoin reste sur les prix actuels, eh bien on aurait effectivement une capitalisation du Binance Coin qui augmenterait donc de 40%.
ce qui représenterait entre 15 et 20 milliards de dollars, hein, j'ai pas fait le calcul exact, d'augmentation, hein, donc sur la capitalisation de Binance Coin. C'est quelque chose d'envisageable, mais tout de même il faut rester conscient qu'on est dans un bear market et que potentiellement, hein, ça pourrait quand même ne pas arriver. On a simplement des objectifs qui se situent par là. J'en ai fini avec ça. Si le contenu de la chaîne vous plaît, pensez à l'abonnement, au like. Moi, je vais vous passer la très courte introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer par parler de Luna Classic. Alors, le Luna Classic, hein, pour ceux qui sont très nouveaux dans les cryptos, peut-être que vous ne connaissez pas. Pour les autres, je pense que vous avez tous entendu parler du crash de l'écosystème de Terra Luna. Le Luna qui avoisine désormais les 0 $. Hein. On va regarder son cours, donc oui, il vaut 0,00014 $. Il a pris 12% en une journée. Bref, on va voir, en fait, on va essayer de parler de ça aujourd'hui. Pourquoi ce token qui a perdu 99,9999% de sa valeur pourrait, pourquoi pas, nous faire un x10 ou un x50, un x100 dans les semaines qui viennent. Alors bien sûr, inutile de rappeler qu'il faut modérer son risque et aller mettre tout son épargne crypto dans Terra Luna Classic, c'est du suicide, on est d'accord. Malgré tout, hein, il faut savoir modérer son risque, savoir investir un très faible pourcentage de son capital pour pouvoir profiter d'une éventuelle poussée de ce token par rapport à la news dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça peut être bien aussi que vous compreniez un peu cet écosystème et pourquoi est-ce que ce token a crash. Il s'appelait Luna avant, il a été renommé Luna Classic. Un nouveau token Luna a été créé par la suite et a été distribué par des airdrops aux possesseurs de cet ancien Luna et également de l'UST qui est associé à cet écosystème. C'était un projet qui permettait tout simplement d'avoir une valeur stable d'une monnaie donc, qui s'appelait l'UST, qui était indexée, enfin qui n'était pas indexée sur le dollar, mais qui valait toujours $1 sur sa valeur intrinsèque, et c'était un stablecoin qui était complètement décentralisé. C'était le plus gros stablecoin décentralisé en termes de capitalisation. Et ce protocole, ce lien qu'il y avait entre le Luna et l'UST finalement, reposait en partie sur la confiance. Alors oui, on pouvait brûler des Luna pour obtenir un UST, et on pouvait brûler des UST pour obtenir $1 de Luna, ce qui permettait de régulariser le prix de l'UST pour qu'il vale toujours $1. Car si le prix de l'UST montait au-dessus $1, bah les gens allaient acheter du Luna pour les brûler, obtenir un peu plus de $1 d'UST, donc faire des gains sur cette transaction et sur cette, sur cette pratique, et donc les revendre derrière, les UST, et donc générer des profits. Et à l'inverse, s'ils descendaient en dessous des $1, les gens allaient directement acheter des UST pour ensuite les échanger, donc un UST pour $1 de Luna, et pareil les revendre et faire des profits. C'est donc un système très ingénieux, c'est très très bien pensé. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que énormément de personnes se sont réfugiées dans l'UST parce qu'il y avait de grosses récompenses si on stackait de l'UST. Il y avait des récompenses bien plus importantes que sur tous les autres stablecoins. C'était à hauteur de 20% annuel, donc autant vous dire que c'était vraiment énorme. Eh bien, vu que c'était très simple de le faire, beaucoup de gens se sont réfugiés sur l'UST. Sa capitalisation a fortement augmenté. Et par la suite, aux environs de mai 2022, le marché des cryptos commence à chuter assez fortement, jusqu'à ce que même on se pose la question de si on ne serait pas en train de rentrer dans un bear market. Et à ce moment-là, la confiance commence à s'amoindrir envers les cryptos, envers la finance décentralisée, etc., etc. Et il y a des personnes qui ont préféré se sécuriser avec des stablecoins indexés sur des vrais dollars plutôt que de rester sur l'UST. Alors, on parle d'une attaque. Effectivement, peut-être que c'est possible que des personnes auraient volontairement vendu des UST pour le dépeg et donc ils ne valent plus $1. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet écosystème fonctionnait et reposait sur la confiance. Si tout le monde souhaite se séparer de ces UST en même temps et que plus personne ne veut acheter du Luna, c'est ce qui s'était passé à ce moment-là, eh bien, le projet s'effondre. Parce que l'UST va se dépeg, il va valoir par exemple, à ce moment-là, il a chuté de 20 centimes, donc il valait plus que 80 centimes de dollars. À ce moment-là, eh bien, ceux qui avaient encore de l'UST et qui souhaitaient finalement ne pas avoir de perte, qu'est-ce qu'ils font ? De toute logique, ils vont brûler leurs UST pour créer et pour donc minter un Luna. Vous voyez, $1 de Luna pour un UST, puisque le protocole fonctionnait encore. Et ensuite, ils vont aller sur une plateforme d'échange pour essayer de revendre les Luna le plus rapidement possible. Sauf que si personne veut acheter des Luna derrière, le Luna chute aussi très rapidement. Et rien que le temps qu'il fasse cette manip, le Luna a tellement chuté qu'en fait il est quand même perdant dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était très compliqué, c'était vraiment un cercle vicieux qui s'était enclenché. Le Luna a énormément chuté pour perdre 99% de sa valeur, également l'UST qui a perdu 99% de sa valeur. Autant dire que le projet était considéré comme mort à ce moment-là.
En fait, je pense que le système, le protocole était méconnu de la plupart des personnes. Beaucoup de gens avaient de l'UST sans même savoir qu'ils pouvaient le brûler pour obtenir $1 de Luna. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'il descende à 80 centimes, les gens ont vraiment perdu confiance en l'écosystème. Et donc, plus personne n'a voulu acheter de Luna à ce moment-là. Même les gens étaient en train de le vendre. En fait, c'était la panique sell, quoi. Vraiment. On voit qu'il y a une faille parce que l'UST ne vaut plus $1. Et en fait, ça, c'était vraiment fatal. Ça a été fatal pour le projet, puisque là, c'est le moment où la confiance a vraiment été perdue. Contrairement à un stablecoin classique, il ne peut pas y avoir ce genre de souci parce qu'un stablecoin centralisé, lorsqu'il est dépeg et qu'il vaut moins de $1, eh bien, il va y avoir tout simplement un protocole qui peut être géré par des vraies personnes qui va consister à brûler par exemple des USDC, si jamais l'USDC se dépeg, pour qu'il retourne à sa valeur d'1$. Et si il y a beaucoup de demandes sur l'USDC qu'il vaut plus que $1, c'est l'inverse qui va se passer. Ils vont créer des USDC, mais ils vont pas le faire n'importe comment. Ils vont créer des USDC d'un côté et de l'autre, ils vont acquérir des vrais dollars ou des choses qui s'assimilent à des vrais dollars. Voilà. Et ils vont même pouvoir prouver grâce à des audits qu'ils ont bien la somme en dollars des USDT correspondant sur les marchés crypto. Donc il y a une vraie indexation entre les deux. Voilà, donc c'est la grande différence. On va voir aujourd'hui, on va parler du Luna classique et de cette news justement, et on va voir pourquoi est-ce que ce token qui s'appelait avant Luna, qui maintenant s'appelle Luna classique, pourquoi est-ce qu'il pourrait renaître de ses cendres et peut-être qu'il y aurait un coup à jouer sur un investissement dessus. Déjà, il faut noter que le stacking de Luna Classic a été réactivé le 26 août 2022. Ça veut dire qu'à nouveau, il y a des personnes, vous pouvez acheter des Luna pour stacker et donc à obtenir des récompenses en contrepartie. Ça, c'est une chose. On voit également que son prix s'est stabilisé. Donc là, nous étions au mois de mai. Là, c'était vraiment le crash ici. Vous n'avez pas le graphique précédent parce qu'ils ont changé le nom du token. Donc on n'a pas l'historique du graphique. Mais vous voyez que la chute était ici, que le token a touché donc ce prix-là. Je ne vais pas le dire, il y a beaucoup de zéros. Et là, on est en train de construire quelque chose, un W qui se dessine. Donc graphiquement parlant, voilà, ça fait depuis le mois de mai où on ne fait plus de nouveaux bottoms et que le token se stabilise. Donc voilà, la chute est passée. On est plutôt dans une phase de latéralisation, de stabilisation sur le Luna classique. Ça, c'est une chose intéressante. Et pour finir, il y a une chose intéressante, c'est que les validateurs sont toujours présents sur le projet, mais c'est des personnes qui sont là depuis le début, qui sont là depuis très longtemps, et qui ont vraiment l'envie de faire fonctionner à nouveau ce projet, en tout cas cette blockchain, et de refaire augmenter le prix du Luna classique. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Eh bien, tout simplement en brûlant les tokens qu'ils ont en récompense. Parce que s'ils brûlent les tokens qu'ils reçoivent par les frais de transaction que les personnes payent en échangeant du Luna, eh bien, ils vont pouvoir réduire finalement l'offre totale de Luna, qui a atteint des valeurs astronomiques, 6 907 milliards de tokens en circulation. Ils ont aussi voté pour une mesure qui est très intéressante, qui consiste à appliquer 1,2% de frais sur chacune des transactions que les personnes feront sur Luna. Ça marchera également lorsque vous ferez une transaction sur Binance ou sur n'importe quelle plateforme. Et ces 1,2% de frais supplémentaires, en fait, ça va être des Luna qui vont être récoltés pour être brûlés directement. Alors que pour l'instant, en fait, les validateurs avaient le choix de les brûler ou non, les Luna, parce qu'il y en avait certains qui décidaient de récupérer leurs récompenses et de les brûler parce qu'ils souhaitaient faire avancer l'écosystème et brûler du token. Là, ils veulent mettre en place une taxe et du coup, ça sera toutes les personnes qui négocient le token qui vont payer finalement ce burn de Luna. Et ça, c'est très intéressant à voir. Je vous invite à lire cet article qui détaille pas mal de choses, vous allez comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Il parle ici des 1,2% de taxes et ils prédisent qu'avec 400 millions de dollars de volume d'échanges sur 24 heures sur le Luna, on arriverait à 37 milliards de tokens brûlés par jour. Et donc si on a 30 ou 40 milliards de tokens Luna qui sont brûlés chaque jour, eh bien, ce chiffre des 6 907 milliards va réduire et le prix de Luna devrait augmenter quand même un petit peu. On peut espérer peut-être un x10, un x100, j'en sais rien. Il est quand même très très faible le prix du Luna et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais on peut spéculer sur une augmentation du prix de ce token. Peut-être qu'aujourd'hui plus personne n'en veut, mais c'est peut-être également un super moment pour investir dedans. Ça, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai mis un tout petit pourcentage de mon portefeuille crypto dans ce token au cas où. Si jamais ça ne marche pas, si jamais le Terra Luna classique ne fait rien, je regretterai absolument pas mon investissement, puisque c'est vraiment une petite somme que j'ai investie. Voilà, donc c'était la petite aparté sur le Luna classique. On va enchaîner avec Satoshi Island.
On va en parler cependant assez rapidement. Il s'agit d'une île au large du Vanuatu, donc à l'opposé du globe, hein, quasiment, finalement qui va devenir une île crypto, entre guillemets. Il y aura le logo Bitcoin en son centre et tout autour, il y aura 2100 parcelles qui sont aujourd'hui des NFT divisées en 10, c'est-à-dire que chaque terre donc, de ces 2100 parcelles sont aujourd'hui divisées en 10 NFT qu'il faudra ensuite combiner ensemble. Donc il faudra en combiner 10 pour obtenir vraiment le terrain, la parcelle complète, tout simplement. Et ils ont fait ça probablement pour que ce soit accessible à tout le monde, que plus de monde pour que plus de monde puisse spéculer sur ces terres, hein, sur ces NFT. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a eu la public sale qui a eu lieu récemment. Alors il y a eu ça au travers du TGLP, donc de la Tencent Gem Launch Platform, on en a déjà parlé sur la chaîne. Et ils ont également par la suite laissé la possibilité à tout le monde d'investir sur le projet, sur le premier arrivé, premier servi. Hein. Il y en avait une certaine quantité disponible et vous pouviez investir. On en avait parlé sur cette chaîne il y a 2 semaines, je sais plus, lorsque je présentais Satoshi Island. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont vendu 2 choses. Ils ont vendu un token, qui est une crypto, c'est pas un NFT, hein, c'est la crypto de Satoshi Island, et des NFT, qui sont donc les terres sur leur île. Au niveau du token, ils l'ont vendu 1,25$, aujourd'hui il vaut 2,39$. Il a touché les 20$ au listing sur OKEx. À savoir que pour ceux qui ont investi dans Satoshi Island, vous en avez que entre 10 et 15% de débloqués. Donc ce que vous pouviez faire, c'était revendre au listing entre les 10 et 20$ le token, ce que vous aviez de débloqué pour récupérer votre investissement de départ. Vous voyez, c'est généralement ce qu'on fait quand on va investir dans un projet sur une private sale ou sur une public sale, peu importe. On va avoir, généralement, il y a du vesting quasiment sur tous les projets désormais. C'était pas forcément le cas avant, maintenant il y a du vesting, c'est-à-dire que vous débloquez petit à petit les tokens que vous avez achetés. Mais vous en avez quand même 10 ou 15% au départ. Vous voyez, ces 10 ou 15% là, effectivement, auraient pu vous permettre de rembourser la totalité de votre investissement en les revendant dès le listing entre les 10 et les 20$. Et ils ont vendu également, premier arrivé, premier servi, les terrains qui permettront tout simplement d'être combinés. Il en faudra 10 à combiner ensemble pour avoir vraiment un NFT d'une parcelle, des 2100 parcelles qu'il y aura sur l'île. Et ces portions de terrain sont vendues aujourd'hui sur OpenSea. Elles étaient vendues à la public sale entre, je crois, 1600 et 2500$, enfin quelque chose comme ça. Tout se passait en BNB, hein, c'était sur la Binance Smart Chain. Et aujourd'hui, vous retrouvez quelques lands sur OpenSea. Donc on voit plusieurs informations, on voit qu'il y a plusieurs types de terrains. Donc ça, c'est des portions de terrain hein, ici. Hein. Donc par exemple, pour 0,8 Ether, vous pouvez avoir un terrain de la partie ouest de l'île. Vous voyez, c'est représenté ici avec les points blancs. Donc c'est un de ces terrains-là, tout simplement. Et si vous en avez 10, vous pouvez les combiner pour réellement avoir un NFT qui représente une parcelle de ce côté-là. Donc en réalité, ça coûte 10 fois plus cher pour avoir vraiment un terrain, vous comprenez. Mais c'est intéressant de voir que ça spécule un peu dessus et qu'il y a eu en tout depuis donc le 23, ça fait à peu près une semaine et demie, 426 Ethers de volume. C'est pas tant que ça, mais quand même, hein, chaque jour, il y a des terres qui se vendent et qui s'achètent. Donc il y a quand même de la demande et de l'offre. Et ce qu'il faut noter, c'est que la possibilité de combiner des terrains pour faire vraiment, enfin de combiner des portions de terrain pour faire un terrain complet, se fera d'abord sur la partie sud. Ça sera les premières terres qu'il sera possible de combiner. Voilà, c'est pour ça que la partie sud, vous le voyez, hein, coûte plus cher. Vous voyez que là, par exemple, c'est au bord de la mer, c'est également plus cher. Vous voyez, un Ether 27, ici un Ether. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a certains terrains qui ont été vendus lors de la pre-sale qui aujourd'hui sont moins chers que le prix de la pre-sale et d'autres qui sont plus chers. Ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous allez, je sais plus, dans Activity, voilà, vous pouvez voir sur OpenSea les stats hein, et ça peut vous donner des indications sur ce qui est en train de se passer. On voit que voilà, les premières terres qui ont été vendues, c'était le 23 août. Il y avait eu 40 Ethers d'échange ce jour-là, avec un prix moyen de vente de ces portions de terre à 0,74 Ethers. Ici, voilà, ça s'est vendu ce jour-là un peu plus cher. Il y a eu 154 Ethers de volume et vous avez les stats. Après, ça a fait que chuter et on voit que là, c'est en train de reprendre. Vraiment, c'est léger, mais depuis quelques jours, une tendance ascendante se dessine. Et on peut dire qu'hier, on a eu 76 ventes et la moyenne de vente de chaque, si on fait la moyenne de vente des terrains, on a 1,18 Ethers. Et donc c'est pas rien quand même, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, on verra ce qu'il se passe par la suite, je suis curieux de suivre ça. Et bien sûr, on en reparlera sur la chaîne. On va enchaîner maintenant avec quelques analyses graphiques. On va commencer avec le SP500 et le Bitcoin. On va les faire un petit peu
En parallèle, on voit que le SP500, depuis son sommet ultime du 3 janvier 2022, et donc l'annonce de l'augmentation des taux d'intérêt, etc., eh bien, ne fait que chuter, hein, le SP500. Il a trouvé un point bas ici aux alentours des 3640 points, et on voit que ça représente par rapport à toute cette hausse entre le crash Covid et le sommet, ça représente un retracement de 38,2%. Donc on voit quand même que le Fibo est assez pertinent ici, hein. Vous le voyez, on a eu pas mal de mèches qui l'ont touché, un corps de chandelle qui l'a dépassé, mais voilà, on s'est arrêté sur les 38,2. Aujourd'hui on rebondit dessus, et là on est en train de décider quelque chose à nouveau de négatif. Donc si on va sur du plus court terme ici au niveau du SP500, pourquoi je parle du SP500? C'est parce que souvent, quand même, on observe que les cryptos sont assez corrélés, surtout en cette phase de bear market, à ce genre d'indice. Donc ici, si je reprends sur du plus court terme, on voit qu'on est revenu chercher les 38,2. On peut estimer que les 3900 à 3700 points pourraient être atteints ici sur le SP500, et que derrière, eh bien, ça va être la grande question. Est-ce qu'on va avoir cette poursuite baissière et on va casser ce point bas, ou est-ce que cette zone de rechargement va jouer son rôle de support pour derrière nous former un W? Voilà, c'est la grande question qu'on se pose, bien entendu. Nous, on a un Bitcoin qui, lui, si on vient zoomer sur ce graphique, est déjà revenu dans sa zone de rechargement. Voilà, on fait pas exactement la même chose que le SP500. On a même un graphique un peu plus bearish ici. On a chuté assez fortement, assez rapidement. On vient s'arrêter dans cette zone et voilà. Maintenant, c'est la question décisive. Est-ce que on va aller chercher un nouveau bottom sur le Bitcoin? Est-ce que finalement ce range qu'on a à l'écran va durer encore beaucoup plus longtemps? Je vais vous le dessiner ici, le range, voilà, qui se profile entre ces deux bornes, entre ces deux points. Est-ce qu'on va rester dedans encore très longtemps, ou est-ce qu'on va le transformer en W dès maintenant, ou est-ce qu'on va faire un fake out pour le réintégrer après et construire quelque chose d'assez lent? Bien sûr, on n'a pas la réponse, et il y a aussi également un scénario que je n'ai pas évoqué là dans tous ceux que je viens de dire, qui serait d'estimer qu'on vienne chercher un point plus bas que le précédent pour intégrer cette zone rapidement, et à ce moment-là, vous voyez, faire vraiment une panic sell à ce moment-là, où on aurait des altcoins qui chuteraient également par rapport au Bitcoin, vraiment la panique à bord, et derrière on réintègre rapidement cette zone-là. Comme ça, on a sorti un peu tous les derniers qui étaient en train de hold les cryptos et qui espéraient une poussée dès maintenant, pour ensuite construire quelque chose qui monte. Ça, c'est également un scénario envisageable. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Ce dont on est sûr, c'est qu'on a des objectifs de résistance et de support et qu'on les identifie ensemble. Vraiment, le niveau de résistance qui est pour moi très pertinent, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que le cours du Bitcoin avait vraiment arrêter sa chute sur ces niveaux de prix, vous voyez. Également, ce sont les points bas de ces niveaux-ci et de ces niveaux-ci, sur ces mèches. Donc c'est vraiment un niveau intéressant, entre les 28 et les 30 000 $. Donc pour moi, si jamais on devait être amené à casser ce niveau-là, c'est-à-dire à construire cette sorte de W qui pourrait durer plus longtemps, il est fort probable qu'on revienne chercher du coup les 28 000, 29 000 $. Donc ça, c'est un niveau pertinent de résistance. Au niveau des niveaux de support, on a celui-ci des 17 600 qui est le bottom actuel sur ce crash que l'on vient de vivre. Mais s'il était amené à casser, derrière, on n'a pas grand-chose qui peut supporter le Bitcoin. On avait cette petite chose ici qui est matérialisée à cet endroit-là. On a également ceci qui est l'ancien sommet et qui représente les mêmes niveaux, donc les niveaux sur lesquels nous nous sommes arrêtés lors de cette chute. Mais si on vient les casser par le bas, le niveau suivant, c'est ça. C'est ici les 14 ou 12 000, ou voire même les 10 000 $, un peu plus bas. Les 10 000 $ qui est une zone qui a été énormément travaillée. Regardez, je vais mettre une ligne à peu près dessus ici. Vous voyez que c'est une zone quand même qui a été beaucoup travaillée, notamment pendant cette période de temps, ici également, ici également. Vous voyez, donc la continuation baissière n'est pas à négliger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, comment je procède quand je vois ça et que j'ai ces objectifs en tête? Je ne sais pas dans quel sens va aller le Bitcoin, mais j'ai un portefeuille qui est composé à la fois de crypto et à la fois de stablecoin. Comment est-ce que je gère les choses? Eh bien effectivement, là, vu qu'on est en train de revenir sur une zone assez intéressante qui consiste à dire que l'on revient dans une zone de rechargement pertinente, on pourrait avoir un W qui se profile par la suite, eh bien c'est une zone en dessous des 20 000 $, lorsqu'on a touché les 19 800, qui selon moi, qui se trouvait donc dans cette zone de rechargement, est très intéressante pour investir. Est-ce que ça veut dire que je vais prendre tous mes stablecoins, je vais acheter du Bitcoin avec? Pas du tout. Ça veut dire que je vais peut-être acheter avec 10% de mes stablecoins ou 15%, je vais peut-être acheter du Bitcoin. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire ici. Vous gardez quand même 85 voire 80% de vos stablecoins au cas où s'il y a un nouveau bottom se dessine, parce que c'est quand même quelque chose
de fort probable. Malgré tout, vous entrez légèrement quand même sur ces prix-là, après 2-3 semaines, non plutôt 2-3 semaines de chute, en vous disant que potentiellement, si ce W se confirme et que si jamais on revenait aux 50 000, eh bien vous ayez quand même des cryptos, ou que vous ayez pu acquérir du Bitcoin vraiment à un prix intéressant, pour pouvoir le revendre petit à petit, hein, notamment avec un premier niveau de revente ici aux 30 000 comme je le disais, et des niveaux supérieurs un petit peu plus haut. Alors, tout en gardant à la fin 15% de vos bitcoins au cas où, si on va chercher un ATH, etc. Vous voyez, c'est un peu la stratégie que j'ai en général, c'est que quand j'achète, j'achète mais pas avec tout ce que j'ai comme stablecoin, hein, et quand je vends, mais je vends pas toutes mes cryptos, j'en garde quand même au cas où si ça continue de monter. En procédant de cette façon, eh bien c'est intéressant, vous avez juste à identifier des niveaux de support et de résistance. Ensuite, vous devez définir des pourcentages d'achat ou de vente en fonction de ces niveaux de support et de résistance. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à procéder aux actions que vous avez définies à l'avance sur votre plan. Voilà, vous savez que ici, si jamais on va là, vous revendez tel pourcentage de vos cryptos. Si jamais on va là, vous revendez tel pourcentage. Si jamais on descend ici, vous achetez tel pourcentage avec vos stablecoins, etc., etc. Donc quand une stratégie comme ça est bien ficelée, en général, on arrive à rester serein dans ses investissements. Voilà, donc je vais continuer, je vais terminer cette émission avec le portefeuille fictif que l'on a commencé ensemble au tout début sur la chaîne, lorsque je l'ai créé en 2020, c'était en novembre, juste avant le bull run, et on s'était dit voilà qu'on allait acheter par palier du Bitcoin, de l'Ether, et également de nombreuses cryptos qui sont représentées ici. C'est ce que l'on a fait, on avait 10 000 euros de base, aujourd'hui on a 12 300. Le portefeuille avait plus que doublé à un moment donné, et aujourd'hui, avec ce crash, eh bien effectivement ce portefeuille a pas mal chuté. J'avais expliqué sur la chaîne que l'objectif c'était de revendre avec vous les crypto-monnaies de ce portefeuille fictif, c'est pas mon portefeuille bien sûr, sur des niveaux importants, chose que je n'ai pas faite. À la fois parce que je n'ai pas produit des émissions assez régulièrement sur ce portefeuille, et également parce que le marché a chuté quand même assez rapidement et que ça m'a surpris, je dois l'admettre. Et puis j'avais beau avoir fait quand même énormément d'analyses sur la temporalité, je le savais qu'on était sur un moment critique où ça pouvait chuter à n'importe quel moment. Et pour autant, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo sur le portefeuille fictif avec vous pour revendre les cryptos. Parce que j'avais toujours cette petite espoir, cette lueur d'espoir, qu'on aille chercher encore un ATH sur le Bitcoin, parce qu'il ne me semblait pas assez important aux 67 000 et que je pensais qu'on allait pourquoi pas aller chercher les 100 000. Ce qui était complètement stupide, puisque de façon très rationnelle, il aurait été très très logique de prendre des profits sur n'importe quel portefeuille. Chose que j'ai faite plus ou moins sur mon portefeuille perso, en tout cas pour me sécuriser à hauteur de 15-20% avant le crash, mais j'ai pas pu gérer ça de façon optimale. Voilà. D'ailleurs, c'est très compliqué de le gérer de façon optimale. Mais j'aurais pu beaucoup mieux le gérer, bien sûr. Surtout avec les analyses de temporalité, je le rappelle, qu'on a fait au quotidien sur la chaîne et qu'on continuera à faire parce qu'elles sont vérifiées à chaque fois, ces analyses. En tout cas, depuis la création du Bitcoin en 2009. Enfin bref, ce portefeuille-là, on va pouvoir le reprendre petit à petit sur la chaîne pour voir comment est-ce qu'on peut le gérer. On voit qu'il est composé, ce portefeuille, en majorité avec des altcoins. Si on regarde le graphique de l'altcoin dominance, on observe, donc on va le regarder ensemble maintenant, on voit qu'on est vraiment en train d'exploser au niveau de l'altcoin dominant, c'est-à-dire que les altcoins surdominent le Bitcoin depuis plusieurs semaines, depuis ici le 6 juin. En fait, le crash du Bitcoin a eu lieu en mai et en juin, là c'était vraiment, vraiment violent. Et derrière, on a une altcoin dominance qui se reprend petit à petit. Voilà, on a un Bitcoin aux 20 000 avec un Ether aux 1500 $. Alors que pour rappel, quand le Bitcoin était sur ces mêmes niveaux qu'actuellement il y a 2-3 mois, eh bien l'Ether lui était en dessous des 1000 $ ou à 1100 $, vous voyez. Donc on a vraiment des altcoins qui se sont vraiment bien comportés ces 3 derniers mois. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ça? Eh bien on va faire deux choses. On sait qu'au niveau de la temporalité, on va partir de là quand même sur la base de cette analyse, on sait que a priori le Bitcoin, en tout cas par rapport à cette analyse de temporalité, devrait vraiment à nouveau performer qu'en 2024. Quand je dis le Bitcoin, je parle des cryptos en général, mais également du Bitcoin, puisque c'est lui le leader, pour l'instant en tout cas. Et donc 2024, c'est pas encore, nous sommes que le 30 août 2022, c'est dans 1 an et demi. Donc c'est pas encore, et on peut estimer que pendant cette période d'1 an et demi, le Bitcoin pourrait fluctuer, pourquoi pas entre les 10 000 et les 50 000 $, ou entre les 20 et les 40 000 $, je ne sais pas, tout simplement sur un range. C'est ce qui s'est passé lors des 3 phases baissières précédentes que l'on a connues sur le Bitcoin. Donc ça c'est une possibilité. En partant de ce postulat, je vous montre quand même le graphique, donc je vais me mettre en logarithmique pour que vous puissiez voir. Les lignes violettes sont les halvings. Je vais enlever un peu les fibos que vous avez ici à l'écran.
on voit que voilà, on a des cycles qui durent 4 ans et à chaque fois on a des sommets qui se produisent, des bottoms, des sommets, etc. Je ne vais pas à nouveau vous montrer ça, je le montre très souvent sur la chaîne, mais si on part sur cette analyse de temporalité, on voit que c'est pas avant 2024, février, avril 2024, qu'on devrait avoir, pourquoi pas, une réelle hausse. On peut fluctuer et vraiment profiter finalement et créer énormément d'émotions au travers des investisseurs en montant à 40 000, 50 000 pour redescendre ensuite aux 20 000 ou voire aux 10 000, ça c'est quelque chose de possible, mais la réelle poussée, vraiment le prochain ATH, selon moi et selon cette analyse de temporalité, ne devrait pas se produire avant 2024. Donc on part de ça comme postulat et on se dit également que pendant les phases de bear market, le Bitcoin domine les altcoins de façon générale. C'est ce que l'on avait constaté lors des précédents bear market, ici. Voilà, par exemple, pendant cette phase entre 2018 et 2020. Également ici, entre 2014 et 2015-2016. Vous voyez, à chaque fois qu'on a des bear market, on a des altcoins qui se font dominer. Donc là, on a une altcoin dominance qui monte de nouveau. Donc je vais zoomer un peu sur ce graphique. On n'est pas sur un ATH, mais presque. Est-ce qu'on peut aller chercher un ATH? Oui, c'est possible. Regardez, on a cette ligne. Ça ne veut pas dire qu'on va chuter dès maintenant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les altcoins, là, il faut commencer peut-être à s'en méfier et elles performent un peu trop par rapport au Bitcoin, je trouve, ou du moins suffisamment pour se dire qu'on peut en revendre pour se sécuriser et aller chercher le Bitcoin, puisqu'il est plus stable que les altcoins, notamment dans cette phase de bear market. Peut-être que si vous vendez maintenant, vous allez voir un Ether qui va surperformer dans les jours et semaines qui viennent et vous allez vous dire mince, j'ai fait une connerie. Donc c'est pour ça que quand on le fait de façon rationnelle. On va revendre peut-être une petite partie de ces altcoins pour l'instant, ou voilà, peut-être 20-30% tout en gardant 70% au cas où l'alcoin dominance continue de grimper tout de même. Mais ça peut être intéressant de le faire, en tout cas pour limiter la chute sur vos portefeuilles. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici sur ce portefeuille fictif. L'idéal, en fait, ça serait d'aller voir chaque crypto-monnaie une à une et de les comparer au Bitcoin pour voir lesquelles il serait les plus intéressantes de revendre. Par exemple, ici, l'Ether, j'en ai 2,44 sur ce portefeuille fictif. Je vais aller voir combien vaut l'Ether par rapport au Bitcoin. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? C'est ça qui m'intéresse. On voit, alors, je vais zoomer un petit peu, on voit qu'on a eu une hausse assez exponentielle à cet endroit-là, qu'on a chuté, qu'on revient chercher quand même un niveau intéressant ici. C'est-à-dire qu'on est quasiment, en tout cas par rapport à toutes ces dernières semaines, on est quasiment ici, si on prend en compte, on va se mettre en daily, ces derniers jours, on est quasiment sur le sommet ici, qui se situait ici au 0,081. Là, on est au 0,077. Donc c'est intéressant à voir. Et potentiellement, moi l'idée, ça va être par rapport à ce portefeuille fictif, je vais prendre un chiffre comme ça, au vu de ce que je vois sur l'altcoin dominance, d'environ 30%. Je me dis que ça peut être intéressant sur ce portefeuille fictif de se séparer de 30% de mes altcoins pour acheter du Bitcoin. Donc c'est ce que je vais faire avec l'Ether. J'en ai 2,44. Donc je vais faire le calcul ici. Je vais me dire 2,44 fois 0,3. Je vais devoir me séparer ici de 0,73 Ether. Je vais faire le même travail pour l'ensemble de ces cryptos, mais je ne vais pas le faire pendant cette émission, je vais le faire en off, et je vais à chaque fois essayer de me séparer de 30% de celles qui me semblent vraiment intéressantes, celles qui le sont moins, peut-être que je ne vais pas m'en séparer. On peut en faire une ensemble, par exemple XMR, voyons voir, j'en ai 5,84 ici. Qu'est-ce que ça donne? XMR, donc Monero. Jetons-y un œil par rapport au Bitcoin. Donc on voit que sur le très long terme, on est quand même loin de l'ATH. Malgré tout, ces dernières semaines, on dessine quelque chose d'intéressant. Il pourrait y avoir un W qui se dessine, mais on a vu que sur l'altcoin dominance, on était sur quand même un point de résistance assez important. Donc là, oui, on voit que si on regarde les bougies, en tout cas les dernières bougies journalières, qu'on zoome un peu, désolé pour ces lignes que je trace à chaque fois, eh bien on voit qu'on est quand même sur un sommet ici, sur un sommet depuis quand même assez longtemps. Donc oui, ça peut être intéressant de se séparer de 30% de mes Monero pour acheter du Bitcoin. Donc je vais procéder à cela en off et je vous montrerai un peu le résultat sur le portefeuille fictif, à savoir que 30% c'est pas beaucoup, il me restera encore 70% de mes Monero que je pourrais revendre petit à petit si jamais l'altcoin dominance devait continuer à monter et que les altcoins ont encore des semaines et des mois intéressants devant eux. Voilà. J'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir suivi. Cette émission a été quand même super longue, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo et j'avais envie tout simplement de parler, de vous retrouver sur une émission finalement qui est assez longue, peut-être trop longue, peut-être que certains d'entre vous ont déjà coupé, mais c'est pas grave. N'hésitez pas si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas encore abonné à le faire parce que ça veut dire que le contenu doit probablement vous plaire après avoir passé 40 minutes à m'écouter. Pensez à liker également la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.